Simon Bitodo. Donc, je rappelle que vous êtes le responsable des programmes d'accompagnement IncoFrance, donc une expertise précieuse dans l'accompagnement RH et financier des associations et des startups. Je vous passe la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup pour votre invitation. Je représente effectivement INCO. Alors INCO, est une structure qui a pour vocation d'accompagner les innovations sociales ou environnementales et de contribuer, en tout cas à notre échelle, à construire une économie plus durable, plus solidaire, plus inclusive. Et donc pour ce faire, on a plusieurs activités, et notamment une activité de financement qui s'adresse à des entreprises à impact, mais également à des associations. On gère des fonds d'investissement et on va investir dans des projets qui combinent rentabilité économique et impact social. Et on a également, et c'est plutôt pour cette partie-là que je suis présent aujourd'hui, des activités d'accompagnement. Et le but, c'est de pouvoir soutenir et offrir des accompagnements à des projets qui répondent à des forts enjeux de société. Dans ce cadre-là, on a la chance et le plaisir de travailler depuis plusieurs années maintenant avec Pfizer sur un programme qui s'appelle le Prevent to Care Lab, qui est un programme d'accompagnement pour des structures de la prévention santé qu'on opère donc, avec le soutien de Pfizer Innovation France, de la Fondation Ramsès Santé et de Lior Santé. Et en fait, dans ce cadre-là, on accompagne gratuitement pendant plusieurs mois des startups et des associations ensemble dans une même promotion pour les aider à développer leurs activités et leur impact. Le contexte, beaucoup d'intervenants précédents l'ont évoqué, il est difficile pour les associations, on le sait. Donc là, je me suis permis de remettre quelques chiffres issus du dernier rapport du mouvement associatif pour représenter quand même le mouvement associatif, c'est près de 2 millions de salariés. Et aujourd'hui, en fait, on a 30% des associations employeuses qui ont moins de 3 mois de trésorerie. On a 40% des associations qui ont réduit leur masse salariale en 2025. Et on a 90 000 emplois à peu près qui seraient menacés. En tout cas, c'est l'estimation du mouvement associatif avec la baisse des financements publics dont on a parlé précédemment. Et donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans un contexte qui est alarmant pour le secteur associatif. Et j'espère, en tout cas, c'est l'objectif, pouvoir vous donner quelques motifs d'espoir et de voir comment est-ce qu'on peut, en tout cas collectivement, aider le secteur associatif à se développer et à se réinventer pour pouvoir pérenniser les actions qui sont, ça a été dit juste avant, essentielles et depuis de longues années pour la société française. Parce qu'en fait, ce constat, il limite aussi les capacités d'innover et d'apporter des réponses nouvelles à des défis sociaux, puisqu'on sait que les associations sont pourvoyeuses d'innovation, notamment sociale, qu'elles viennent couvrir ou répondre à des besoins et des enjeux qui sont non pourvus aujourd'hui par l'État, mais également non pourvus par d'autres structures privées. Voilà, ça a été évoqué, l'exemple, je pense que des Bobo à la ferme juste avant était assez édifiant de comment est-ce qu'on peut inventer des réponses nouvelles à des sujets de société. Et sans ces associations, toutes ces innovations sociales sont aujourd'hui remises en cause. Pourtant, il y a quand même beaucoup de motifs aujourd'hui d'espoir, et je pense que le secteur associatif a beaucoup d'atouts à faire valoir. Et voilà, je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup vous convaincre, vous toutes et tous dans cette salle, mais on a des modes de gouvernance qui sont spécifiques aux associations, qui permettent d'associer ses bénéficiaires, ses parties prenantes clés à sa gouvernance, et de pouvoir comme ça construire des réponses qui viennent au plus près des besoins des bénéficiaires, donc qui ne sont pas toujours possibles dans d'autres secteurs d'activité. On a aussi beaucoup de talents. Là, on parle de ressources humaines. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui souhaitent travailler dans le secteur associatif ou souhaitent mettre leurs compétences à profit du secteur associatif, et parfois pour des salaires moindres qu'est-ce qu'ils pourraient trouver dans le privé. Donc c'est aussi un avantage, on va dire, compétitif, si on veut parler en langage marchand, des associations aujourd'hui. Et puis on a également aussi, même si ça a été évoqué, qu'il y avait des discussions pour remettre en cause le dispositif du mécénat, qui permet aussi d'aller collecter des dons auprès d'entreprises privées, auprès de particuliers et d'acteurs publics, et qui est essentiel pour moi, et j'espère qu'évidemment ce sera maintenu et pérennisé dans les années à venir, notamment parce que, et là je fais une petite parenthèse, je m'adresse plutôt aux entreprises mécènes, mais je suis convaincu que les entreprises mécènes ont un grand rôle pour financer des innovations et des expérimentations, aller venir tester des dispositifs nouveaux, amorcer une idée d'association pour voir si ça va produire des effets, mesurer l'impact, et pour que derrière les pouvoirs publics puissent venir pérenniser et venir inscrire plutôt dans la durée ces actions qui ont produit leurs effets. Donc on va dire on a beaucoup d'atouts à faire valoir dans le secteur associatif, et on est vraiment à ce moment charnière. Et donc moi, mon message que je voulais vous faire passer lors de cette keynote, et je remercie à Géraldine et Céline de m'avoir proposé de le passer, c'est surtout pour les associations de se faire accompagner dans ce cadre-là. En fait, il existe aujourd'hui une myriade de dispositifs qui peuvent vous permettre de bénéficier d'accompagnements qui soient gratuits et qui vont vous permettre de développer, en tout cas je l'espère, vos actions. Certains ont été évoqués, voilà, Margot mentionnait le dispositif Commit qui vous permet d'avoir accès à du mécénat de compétences de la part de grandes entreprises. Là, je vous ai mis une cartographie, alors qui n'est pas très visible
ici, mais on vous l'enverra. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, donc c'est ce qu'il faut retenir. Je vais vous donner la source, comme ça vous pourrez la retrouver par vous-même ou demander à une IA de le faire. Mais c'est l'AVIS, donc un centre de ressources de l'économie sociale et solidaire, qui a recensé l'ensemble des incubateurs de l'économie sociale et solidaire. Alors tous n'accompagnent pas forcément des associations, uniquement des associations, mais dans la plupart des cas, il y a quand même beaucoup d'associations qui peuvent être éligibles à ces dispositifs d'accompagnement. Et en fait, c'est souvent des dispositifs d'accompagnement gratuits qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui vont vous permettre de monter en compétence sur des aspects dédiés. Et je cite également le DLA, j'imagine que certains ou certaines d'entre vous le connaissent, le dispositif local d'accompagnement. Donc pareil qu'un dispositif national qui est coordonné au niveau national par l'AVIS dont je viens de parler, mais qui a des référents locaux avec des structures locales, comme le mouvement associatif ou les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, qui peuvent venir aussi vous apporter de l'accompagnement gratuit, que ce soit pour retravailler votre modèle économique, repenser votre gestion des bénévoles, repenser votre gouvernance. Donc ça, je vous invite, parfois, si vous avez des difficultés économiques aussi, des nouvelles offres à créer, à développer, un projet associatif à repenser, de vous adresser aussi au DLA. C'est vraiment un acteur clé. Qu'est-ce qu'on peut trouver du coup dans ces programmes d'accompagnement et d'incubateurs? En fait, c'est de l'aide très concrète, souvent avec de la formation d'experts, avec des témoignages d'associations également qui sont passées par les étapes par lesquelles vous passez, qui viennent vous partager leur expérience. C'est aussi des communautés d'entraide. Voilà, ce forum en est un bon exemple, mais c'est vraiment, je pense, indispensable de se réunir entre responsables associatifs, entre dirigeants pour vous confronter nos pratiques, nos bonnes pratiques, la manière de faire, peut-être des idées nouvelles qu'on a aussi également pour pouvoir progresser aussi collectivement. Et donc voilà, si vous avez besoin pour vous donner quelques exemples de ce que nous on peut faire au sein d'Inco et puis plus largement aussi dans les incubateurs, vous pouvez retravailler un petit peu votre modèle économique, quelles sont aujourd'hui vos grandes poches de ressources, comment anticiper leur évolution dans les années à venir, notamment avec la baisse des financements publics, et comment ça peut être compensé dans le cadre de votre modèle économique, sa stratégie de collecte de fonds évidemment. C'est aussi l'occasion souvent d'avoir des veilles mutualisées. Ça a été évoqué tout à l'heure par monsieur, je crois, sur les appels à projets nombreux auxquels il faut répondre. Ça peut être l'occasion d'avoir des acteurs qui vous mettent en alerte et qui peuvent vous partager ces appels à projets. Pour les associations qui ont une ambition de se développer sur des nouveaux territoires, de se structurer, on a aussi souvent des accompagnements à l'essaimage. On a des incubateurs régionaux qui peuvent vous accueillir quand vous voulez vous implanter dans une nouvelle région pour pouvoir rencontrer les acteurs sur place, les connaître, voir si votre modèle peut être pertinent et valider ainsi votre stratégie de développement. On parlait de RH aussi, évidemment des bonnes pratiques sur la manière de recruter, d'identifier ses besoins en interne ou autres, et puis de renforcer ses liens avec les parties prenantes. Voilà, je l'évoquais tout à l'heure, le Prevent to Care Lab, qui est aujourd'hui notre programme d'accompagnement pour les associations et les entreprises dans le champ de la prévention santé. Par exemple, on va aider, nous les associations, à comprendre comment interagir avec des professionnels de santé, comprendre comment interagir avec des médecins, comment faire en sorte pour qu'ils recommandent les actions de l'association, par exemple, comment on fait pour que les professionnels de santé puissent parler de vous en tant qu'association de santé. Et ça, en fait, c'est en échangeant avec des médecins, avec des professionnels de santé, avec des collaborateurs de Pfizer, par exemple, que vous allez pouvoir aussi avoir accès à ces ressources, ces conseils et pouvoir les mettre en pratique. Et c'est aussi, en tout cas nous en ce qui nous concerne, une bonne manière de mettre ensemble sur des mêmes promotions des entreprises, donc qui ont des modèles un peu différents. On est toujours sur des entreprises à impact, donc qui ont cette vocation de répondre à des enjeux de société, et des associations pour pouvoir s'inspirer mutuellement, parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui sont bonnes à prendre du côté de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat social, et eux-mêmes peuvent s'inspirer aussi parfois de ce qui est mis en place au sein d'associations. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'engouement pour le secteur de l'entrepreneuriat impact et qu'il y a des acteurs qui parfois viennent concurrencer le champ associatif qui auparavant répondait à des besoins et qui deviennent maintenant des produits marchandisés par des entreprises sociales, c'est intéressant aussi de pouvoir échanger, de se partager aussi des méthodes et des manières de faire pour éviter justement, ou en tout cas pour faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce secteur de l'intérêt général. Un point sur lequel je voulais zoomer par rapport à l'ensemble des discussions qui est aujourd'hui, c'était un petit peu sur l'intelligence artificielle, parce que ça a été aussi un peu le fil rouge de la table ronde précédente, et il y a eu plusieurs conseils partagés là-dessus. Donc monsieur demandait par où commencer. En fait, si vous avez un besoin, vous pouvez commencer par dialoguer avec une IA pour lui demander par où je peux commencer avec une IA sur ce sujet. Et c'est déjà un premier point de départ. Et par exemple, donc vous parliez de la notion d'appel à projet. Avec aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle, c'est relativement simple, ou en tout cas l'IA peut vous guider pour pouvoir structurer une veille personnalisée en disant moi je suis une association qui agit dans tel secteur, tel est mon budget, voici le type d'appel à projet qui m'intéresse, comment est-ce que on fait pour m'alerter quand il y a des nouveaux appels à projet qui se développent sur cet aspect. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez lui demander pour que lui vous dise comment configurer vos alertes, etc., et que vous puissiez comme ça avoir des premiers niveaux de réponse. Ensuite, quand vous trouvez des appels à projet qui vous intéressent, vous pouvez
uploader dans l'IA pour lui demander est-ce que mon association est éligible. Comme ça, vous ne lisez pas les 30 pages d'appel à projet, mais l'IA vous dit, par rapport à votre statut, votre association, etc., oui, c'est éligible, donc vous savez déjà que vous pouvez y répondre. Et ensuite, vous pouvez soit co-créer avec l'IA votre réponse à l'appel à projet, soit la faire vous-même, et après la challenger avec l'IA en disant voilà ma réponse, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux critères de sélection de l'IA. Ils vont pouvoir peut-être vous apporter quelques recommandations. Alors évidemment, ce n'est pas un outil pour tout et ça ne va pas régler tous les problèmes du secteur associatif, mais c'est un petit exemple de ce que vous pouvez faire pour pouvoir l'utiliser, en espérant que ça ne viendra pas juste standardiser les réponses à appel à projet et qu'on n'ait pas plein d'associations qui répondent la même chose avec l'IA. Donc c'est pour ça que je conseille de garder cet aspect personnel. Et puis après, évidemment, mais ça a été évoqué par la Fédération française des diabétiques, sur toute la partie pilotage de l'activité, remontée d'indicateurs, analyse de données. C'est évidemment aussi des choses qui sont possibles à faire. Mais mon conseil, en tout cas, par rapport à ça, c'est d'aller des tâches les plus simples et qui sont peut-être plus critiques pour vous, vers des choses ensuite plus compliquées une fois que la méthode est déjà utilisée par des collaborateurs, que vous avez des personnes qui s'y sont mises. Et en tout cas, c'est le type de formation que nous, on donne parfois dans nos incubateurs et que vous pourrez retrouver aussi dans d'autres structures d'accompagnement, de sensibilisation à l'IA, pour déjà démocratiser un peu les concepts, les outils, les usages, et puis ensuite comment aller plus loin, comment rédiger un bon prompt, comment structurer des outils d'IA en interne, en fonction des programmes évidemment, mais vous pouvez avoir accès à ce type d'outils. Et je dis que pour moi c'est d'autant plus important pour ne pas prendre le risque d'avoir à terme un secteur de l'intérêt général qui a 2 vitesses, avec des structures qui aujourd'hui s'emparent de ces nouveaux outils, peuvent se développer plus vite, peuvent être plus en capacité de répondre à des appels à projets que vous, et du coup réduire la capacité d'autres structures qui, parce qu'elles n'ont pas pris ce virage numérique et de l'intelligence artificielle, risquent parfois d'être un peu plus laissées pour compte ou mises de côté, alors quand bien même les effets produits par l'association peuvent être très bénéfiques. Donc, je ne vais pas dépasser beaucoup plus le temps, mais voilà, je voulais juste vous résumer en quelques mots voilà, ce que je voulais vous dire. Donc, je pense qu'on est dans ce moment aujourd'hui qui est charnière et assez crucial pour les associations. Pour moi, il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer, et surtout, le secteur associatif n'a jamais eu autant de pertinence et autant d'intérêt qu'aujourd'hui face au désengagement des pouvoirs publics. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Et mon message, voilà, ce serait vraiment de vous faire accompagner aujourd'hui, en tout cas si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que voilà, votre modèle peut être un petit peu fragile. Il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs. Là, j'ai mis quelques liens qui vous seront envoyés, j'imagine, à la fin de ce forum. Et sinon, on pourra évidemment en discuter. Voilà, je vois Céline Caquès, ça vous sera envoyé à la fin. Ça a été cité sur le mouvement associatif, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, le DLA. L'Avis qui publie aussi beaucoup de guides, et puis encore une fois la cartographie des structures d'accompagnement qui existent. Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux, et je suis sûr qu'il y a un programme d'accompagnement qui est adapté aujourd'hui à votre besoin et à votre modèle, et que ça vous permettra, en tout cas je l'espère, de pouvoir pérenniser les ressources, qu'elles soient financières ou humaines, et vous permettre de développer les associations. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Simon Bitodo. Et je pense qu'on pourra peut-être vous poser quelques questions à la pause dans quelques secondes. Mais avant la pause, moi, j'aimerais que nous puissions voir ce que nous propose Guillaume Monin. Alors, Guillaume Monin, il est assis au 2e rang. Guillaume, si tu peux te lever peut-être. Il est facilitateur graphique. Et donc, voilà, il a résumé en une planche notre table ronde. On va la laisser, pendant la pause et de manière aussi à ce que vous puissiez... voilà, découvrir toute sa richesse. Donc, merci beaucoup, Guillaume. On vous retrouvera au terme de la 2e séquence. On l'applaudit également. Et donc, je propose de vous retrouver à 15h15 très précise, donc pour notre 2e séquence sur les ressources financières. Merci beaucoup.